Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, prix de l'information scientifique à destination du public. C'est un prix qui est délivré depuis 3 ans par l'Académie d'agriculture de France. Et vous allez me dire pourquoi un tel prix. Qu'est-ce qui fait que nous remettons ceci? On voit bien qu'il y a des complexités des choix qui engagent les sciences, les technologies, l'accélération de l'innovation, des innovations, la mondialisation, des dynamiques sociétales un peu partout, et d'où la nécessité d'accéder à une information scientifique et technique de qualité, garante de la vitalité du débat. Mais en même temps, je dirais qu'on voit souvent, trop souvent, des informations qui risquent d'être caricaturales, c'est-à-dire guidées par des a priori qui font qu'il ne s'agit plus de simplification, mais presque de caricature dans un certain nombre de cas. Et l'Académie d'agriculture a considéré que c'était sa responsabilité de mettre à l'honneur, dans ses champs de compétences, des travaux journalistiques remarquables et encourager les journalistes à prendre en compte les enjeux du développement de demain, avec un focus sur l'esprit critique et la rationalité, plus que jamais nécessaire au débat public. Donc, esprit critique, rationalité. Et c'est un prix qui est à destination du grand public. Donc, ce n'est pas du tout un prix scientifique pour les revues, un comité de lecture, c'est un prix scientifique, mais d'information scientifique à destination du grand public. Et il est décerné donc chaque année depuis 2018. Qui est concerné? La presse écrite, les émissions de radio ou de télévision, sites internet, blogs, support classique ou numérique. Quelle que soit la forme utilisée, quelle que soit l'audience, les candidatures sont recevables à condition d'avoir été produites au cours de l'année écoulée. Et qu'il y ait une carte de presse. Nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait une carte de presse. Ce n'est pas du tout un prix fait pour les chercheurs qui voudraient publier leurs travaux. Ils ont d'autres vecteurs pour ça. C'est fait pour des journalistes qui s'intéressent à nos domaines, que je rappelle, alimentation, agriculture, environnement, et qui présentent leurs travaux sur ces sujets complexes avec atouts, difficultés, présentant le pour, le contre, quitte à prendre position après, c'est leur droit le plus strict, mais qui ont présenté toutes les facettes d'un problème difficile. Le jury est composé de 4 académiciens, de 3 journalistes, et voilà un petit peu ce dont je voulais parler. Alors, les années précédentes, en 2018, on a eu des candidats qui se comptaient sur les doigts de la main, et le prix a été décerné à Faut-il encore manger de la viande? Nathalie Picard. C'était un excellent article regardant bien tous les aspects de la chose, ciblant les idées préconçues qu'il pouvait y avoir. Par exemple, combien faut-il de litres d'eau, la bêtise qui consiste à dire combien faut-il de litres d'eau pour faire un kilo de steak, alors que chacun sait que quand on fait ce décompte-là, la quantité de litres d'eau, c'est essentiellement pour faire pousser l'herbe dans les prés. Ce qui est une absurdité totale. Si on faisait pousser de la forêt, elle consommerait la même quantité de litres d'eau de pluie que ce qu'on consomme le bœuf. Donc ça a été le prix. En 2019, on a eu beaucoup plus de dossiers, ça a été complètement différent, et le prix a été à un blog. Blog Science au carré de Sylvestre Huet, avec le titre OGM Poison, la vraie fin de l'affaire Ciralini, qui était une chose extrêmement intéressante concernant la toxicologie et des essais, des recherches, je dirais, plus que biaisées en la matière, et qui ont agité la communauté scientifique et même le grand public, où on a entendu toutes les bêtises, et là ça remettait calmement les choses dans l'ordre, en expliquant les défauts du système et toutes les dépenses inouïes je fais attention parce que, en général, la justice n'est pas loin et que les approximations de l'étude qui avait été publiée ont fait dépenser des sommes folles pour faire des contre-études qui ne servent pas,
qui servait simplement à montrer que ce qu'on pensait faux était réellement faux. Voilà, ça a été 2020. Donc en 2019, en 2020, on a eu beaucoup de candidats, 15 candidats, donc c'est de grande qualité. Le jury s'est réuni. Le jury était composé, donc je remercie les uns et le jury était composé, comme je l'ai indiqué, de 3 journalistes et 3 membres de l'Académie, donc que je remercie. Et je vais tout de suite passer la parole maintenant à Marion Guillou pour présenter les résultats de ce jury de cette année. Marion. Merci Paul, je suis la seule à ne rien avoir fait, mais je suis ravie d'être avec vous. De fait, je ne fais que porter en votre nom les résultats de ce travail de sélection, puisqu'il y a eu 15 candidatures de qualité, donc c'est une belle reconnaissance que d'obtenir ce prix. Paul le disait, les faits sont importants et l'émotion est importante aussi. Et pour avoir de l'impact auprès du grand public, il faut bien sûr présenter de l'émotion, mais notre conviction et votre conviction, notre conviction partagée ici à l'Académie d'agriculture, c'est qu'il est important de se baser sur des faits, quitte à faire appel bien sûr à l'autre lobe du cerveau et donc à transmettre des émotions pour captiver totalement l'attention. Et il me semble que la personne que vous avez sélectionnée, et en particulier la série pour laquelle elle a été retenue, répond parfaitement à cette définition. Alors je vais appeler Bérangère Lafeuille. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, donc ce sera une surprise, la voilà. Bérangère Lafeuille. Alors le temps que vous descendiez, j'en profite pour vous présenter un peu. Donc vous êtes toute jeune, vu d'un certain côté, vous avez 34 ans. Vous êtes une ancienne élève de l'école de la Saint-Brevet, qu'on appelle désormais la Saint-Brevet, donc quelqu'un du métier, si j'ose dire. Et vous avez fait une remarquable série sur ce que vous avez appris, ou qu'on appelle les petites fermes. En lisant votre série dans la France agricole, on pourrait presque dire les termes invisibles. C'est-à-dire que vous avez montré à quel point les a priori sur ces petites fermes étaient faux, en 6 points, donc vous pourrez peut-être commenter tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense que c'est pas important, on pense que ce sont des personnes qui font ça en activité numéro 15, enfin donc vous avez démonté un certain nombre d'a priori, et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de la France agricole, les faits sont basés soit sur des statistiques, soit sur des thèses, sur des travaux de thèse, c'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'à lire la littérature scientifique sur le sujet pour démonter des a priori et des mécanismes. Donc on fait appel à ce que l'Académie d'agriculture, je crois, avait voulu mettre en avant, c'est-à-dire avant d'affirmer, baser son analyse sur des faits, et par ailleurs, par des témoignages que vous mettez en avant, ce sont des interviews de personnes, donc des témoignages humains, de gens qui souvent ont eu des difficultés à un moment donné, on sent les gens qui parlent à travers vos interviews, là on fait appel à l'émotion, c'est-à-dire qu'on mobilise la partie empathie du lecteur finalement. J'ai l'impression que vous remplissez donc parfaitement ce cahier des charges que l'Académie d'agriculture voulait récompenser à travers ce prix d'information scientifique. Ce sont bien des articles, une série d'articles, un dossier grand public, vous faites appel au témoignage, à l'émotion, ça parle, et en même temps, vous n'hésitez pas à baser tout cela sur des faits extrêmement solides. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse, au nom de tous les académiciens ici présents, au nom du jury, de vous remettre 2 choses. Un papier qui atteste que lorsque vous direz que vous avez eu le prix d'information scientifique, les gens pourront voir qu'il y a des faits, que c'est avéré, et une médaille qui est quand même le côté agrément, le côté lobe de l'émotion que vous pourrez contempler, si j'arrive à ouvrir la grille, c'est ça. Voilà. Donc une médaille de la Monnaie de Paris qui là aussi est pour le plaisir un cadeau pour vous témoigner le fait que vous avez reçu ce prix d'information scientifique. Donc félicitations. Merci beaucoup à l'Académie, merci beaucoup au jury. Je voulais dire simplement que je suis très heureuse que mon dossier ait retenu l'attention du jury.
très honorée, mais surtout très heureuse de pouvoir mettre en lumière un petit peu ces petites exploitations, puisque alors, je suis la première à avoir fait tomber quelques-unes de mes propres idées reçues en enquêtant dessus. Vous l'avez dit, je me suis basée sur des thèses et des travaux scientifiques, mais en réalité très peu, parce qu'il y en a très peu. Donc c'était un petit peu l'intérêt de ce dossier, c'était de connaître cette catégorie d'exploitation qu'on connaît très, très mal. Alors d'abord, celles qu'on appelle les petites exploitations sont celles qu'on appelait avant, globalement, les exploitations non professionnelles. Et en fait, ce sont celles qu'on ne connaît pas, qu'on n'étudie pas. Donc il faut savoir que la production de références économiques, et en particulier tout le RICAL, ne s'intéresse qu'aux moyennes et grandes exploitations. Et ce sont sur toutes ces bases de données-là que s'élaborent, se définissent et s'évaluent les politiques publiques, dont la PAC. Donc la question était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle mérite effectivement d'être exclue? En réalité, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque les petites exploitations ne sont pas étudiées parce qu'on les considère comme non professionnelles, et finalement on les croit non professionnelles parce qu'on ne les étudie pas et qu'on ne les connaît pas. Donc, voilà, je vais simplement rappeler qu'elle représente un tiers des exploitations françaises en nombre, et que parmi ce tiers, donc certaines sont exploitées par des retraités ou des plus actifs, mais un certain nombre sont réellement professionnelles et font vivre des gens. Donc, même si elles exploitent peu de surface et qu'elles pèsent relativement peu dans la production nationale brute, elles créent de la richesse, donc sur plusieurs plans. De la richesse économique, parce que petit cheptel, petite surface, petit volume ne veut pas dire petit chiffre d'affaires et encore moins petite valeur ajoutée. Donc elles vont souvent très loin dans la valorisation de leur production, elles créent parfois de la richesse plus que les moyennes et grandes exploitations, pas forcément toujours, mais certaines. La richesse sociale, parce qu'elle crée du lien avec la société, c'est important en ces temps d'agribashing, avec les autres agriculteurs, puisque beaucoup préfèrent avoir des voisins plutôt que des hectares, et ne sont pas en concurrence puisqu'ils ont de petits volumes à écouler. Elles font vivre les territoires, donc elles participent à la création d'emplois locaux, etc. Et malgré tout ça, donc elles sont considérées plutôt comme quantité négligeable, donc tout en étant soumises aux mêmes règles et mêmes contrôles que les moyennes et grandes, elles touchent peu, voire pas d'aide. C'est un bon point, elles ont plutôt très peu d'argent public par rapport à tous les services qu'elles rapportent. Et alors mon propos n'est pas de dire évidemment que l'agriculture de demain ne se situe que dans les toutes petites exploitations, sinon j'arrête de travailler pour la France agricole, c'est pas la peine, mais qu'elles ont toute leur place. Et c'est aussi d'alerter donc sur le fait que la plupart des données économiques sur lesquelles on travaille risquent d'être un peu biaisées du fait qu'à la base on a exclu toute une catégorie d'exploitation qui a un modèle économique différent, mais pas forcément moins pertinent. Voilà. Vous avez prouvé qu'en plus de l'expression écrite et du fond et du fait d'être basé sur des faits, vous avez aussi exprimé très clairement vos convictions et votre analyse. Bravo doublement. Alors je crois que le jury, d'après ce qu'on m'a dit, Paul, a eu du mal à se déterminer parce qu'il y avait beaucoup de très bons dossiers et que donc vous avez choisi d'attribuer un coup de cœur à une autre personne qui a écrit un article assez touchant, il faut bien dire, et là aussi à la fois basé sur l'enquête et qui fait appel à l'émotion, soyons clairs, à l'émotion, à la compréhension de la situation humaine ainsi créée. Et je vais appeler Laurence Defranou, qui est journaliste à Libération, et qui a donc écrit un article sur les fermes d'Inde, des fermes d'Inde, et en particulier d'une région du Kerala qui a beaucoup de problèmes économiques et qui, est-ce que je vous trahis en disant qu'il espérait peut-être du changement politique, un changement économique, depuis bien sûr la série d'articles date du mois de mai, donc avant de connaître le résultat des élections en Inde. Depuis, vous savez que le gouvernement actuel a été reconduit, et donc la conclusion de votre article, qui ouvrait sur cette perspective d'espoir apparemment, exprimée par certains, a dû se refermer, mais l'article n'en reste pas moins totalement pertinent et passionnant. Et donc là encore, au nom du jury, et en votre nom à tous, au nom de l'Académie d'agriculture, j'ai l'honneur de vous décerner le prix coup de cœur du jury du prix de l'information scientifique à destination du public.
Et si vous voulez bien dire quelques mots là aussi, parce que je pense que votre travail mérite d'être présenté largement. Merci beaucoup, je suis très touchée d'avoir été choisie, parce que c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant de pouvoir partir en reportage et de faire ce papier, que j'ai fait au Kerala en avril. Donc le Kerala, c'est un état du sud qui est particulièrement marqué par le suicide des paysans. Je suis allée dans un village où il y en avait 5 ou 6 dans les derniers mois, mais là je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais les chiffres sont vraiment, les chiffres sont vraiment très très importants. Et le sujet est passionnant parce que ça remonte très loin, ça remonte quasiment à la fondation de l'Inde. Il y avait beaucoup de famine et dans les années 60, il a été décidé de faire la révolution verte, de mettre fin à la famine, beaucoup de subventions, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. Ça a sorti des millions d'Indiens de la famine, mais ça a épuisé les sols, ça a pollué, ça a fait baisser les nappes phréatiques. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est la génération de paysans d'aujourd'hui qui paye en fait toutes ces années de subventions, de choix politiques. Et le dérèglement climatique arrive maintenant. Vous savez que le sous-continent indien est particulièrement touché par les inondations, par les sécheresses. Et la condition économique des paysans étant très fragile, le moindre incident, glissement de terrain, 3 années de suite de pluie, est catastrophique. Et comme ils ont beaucoup d'emprunts sur le dos, le suicide est souvent la seule manière de s'en sortir, enfin, à leurs yeux. Et une des manières, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très poignant, c'est qu'ils se suicident souvent en avalant les pesticides, les mêmes pesticides qui les ont ruinés. Et donc, il y a énorme, en fait, il y a 1,3 milliard millions d'habitants. 1,3 milliard d'habitants en Inde, 60% sont des paysans. Et dans le monde, un pauvre sur 3 est un paysan indien. Donc ça représente vraiment énormément de gens. Et dans l'Inde d'aujourd'hui, qui est la 6e puissance mondiale, les inégalités sont énormes et sont vraiment laissés oublier les paysans. Leur production représente que 17% du PNB, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ils s'enfoncent dans la pauvreté, dans l'indifférence générale. Et le gouvernement qui a été reconduit au pouvoir, j'en travaille encore dessus ce matin parce que je vais refaire un papier sur l'Inde, continue à les ignorer. Donc, il y a quand même une touche positive. Il y a tout un deuxième aspect qui est très très positif en Inde. C'est le projet Zero Budget Natural Farming qui se trouve en Andhra Pradesh, un état du sud aussi, qui a été lancé il y a une vingtaine d'années par un économiste indien, qui est extrêmement intéressant parce qu'il va faire basculer l'ensemble de l'État, et donc 6 millions de fermes, à l'agroécologie. Donc pas au bio, mais à l'agroécologie, avec un mix de méthodes ancestrales, de retour aux méthodes ancestrales. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes sur justement la rotation des cultures, etc., l'utilisation de l'urine de vache, beaucoup de choses qui sont en lien avec la permaculture, et aussi avec la high-tech, les dernières découvertes qui sont faites notamment par le CNRS sur l'agriculture, sur la biologie. Donc c'est un mix des deux, et l'État est en train de basculer entièrement dans la biologie. Et là, c'est un reportage que je n'ai pas pu faire parce que je devais le faire à la suite du Kerala, mais il y a eu les attentats au Sri Lanka où j'ai dû aller tout de suite. Donc je n'ai jamais pu faire ce reportage, mais j'espère pouvoir y aller cette année. Parce que visiblement, quand on visite l'Andhra Pradesh et les exploitations agricoles, non seulement à la grande surprise, y compris des scientifiques, j'ai parlé à des scientifiques qui ne comprennent même pas comment c'est possible, mais le rendement augmente alors qu'il n'y a plus d'engrais. Et ils sont toujours pas sûrs de comprendre pourquoi en fait. Et il y a quelque chose de très important, c'est que les paysans sont heureux. Ils retrouvent la fierté de leur travail, de faire des citrons qui sont pour citrons, d'avoir le plaisir de faire des produits de qualité et non plus des produits très très abîmés par la chimie. Et un autre sujet aussi très très intéressant, c'est le Sikkim, l'état du Sikkim qui est un état du nord de l'Inde, qui est là, il y a quelques semaines, entièrement passé au bio.
Donc dans tout l'État, vous savez que l'Inde est un État fédéral, dans tout l'État du Sikkim, tout était. Donc à la fois des très mauvaises nouvelles et à la fois des bonnes aussi. Voilà, et